Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info pour votre journal. Tout de suite, les titres de l'actualité de ce dimanche 20 octobre. C'était l'attraction du week-end. L'exposition féline a rassemblé les plus beaux chats de toute l'Europe pendant 2 jours à l'espace Léo Ferré. Dans un reportage, vous admirez quelques-unes des 27 races présentées lors de ce rendez-vous devenu incontournable en principauté. En parlant d'attraction, nous prendrons la direction de la foire, ouverte depuis vendredi sur le port Hercule. Vous êtes déjà nombreux à avoir profité des manèges et stands gourmands et nous vous avons tendu le micro pour connaître vos préférences. Et puis nous recevrons Victoria Valenia, la chef du Coya Monte Carlo, prépare actuellement le dîner de gala pour Art Food Monaco. L'association souhaite pour l'occasion mettre les femmes à l'honneur. Amateurs de chats, ce rendez-vous est un incontournable pour vous. L'association des Gatti des Mounégou organisait ce week-end à l'espace Léo Ferré sa 7e exposition féline. Combien de chats étaient en lice? Comment sont-ils évalués? Toutes les réponses dans ce reportage de Frédéric Elion et Julien Laugier. Ce sont des éleveurs, des particuliers ou tout simplement des amoureux des chats. Tous se sont retrouvés ce week-end à l'espace Léo Ferré pour la 7e exposition féline internationale. Un événement organisé par l'association des Gatti des Mounégou. Il y a 152 chats inscrits. Il y a un peu de pas mal de races différentes. Des sacrés de Birmanie, des Sibériens, des Maine Coon, ça c'est tous des chats à poil mi-long. On a des British Shorthair, des Scottish Fold et Straight, des Bengales. Et après, on a tous les classiques persans, siamois, somalis, abyssins. Enfin voilà, on a pas mal de races différentes. Parmi les curiosités de ce concours, ces chats thaïlandais très rares, avec notamment ce félin aux yeux vairons. Moi, je suis spécialiste des chats d'origine thaïlandaise. Ce sont des chats sacrés en Thaïlande qui sont protégés par la famille royale. Donc le plus connu est ce qu'on appelait avant le siamois, qui s'appelle maintenant le thaï, puisque le royaume du Siam s'appelle la Thaïlande maintenant. Et il y a plusieurs, il a envie de parler. Et en fait, il y a plusieurs variétés différentes. Donc il y a le thaï, il y a le kaomeni, le korat qui est gris, le soufalak qui est chocolat et le siklibois qui est couleur lilac. Plusieurs prix ont été remis ce week-end dans 3 catégories, poil long, poil mi-long et poil court. Pour départager les félins, 6 juges et parmi eux Joël, qui examine les chats dans ce genre de concours depuis 24 ans. Un magnifique look, une jolie tête de poupée, tout en arrondi, avec un nez large, des narines bien ouvertes, un stop marqué, un magnifique front bien arrangé, dentition au pied, les yeux sont grands, espacés, superbe couleur. Chaque chat a un standard bien précis. Grosso modo, on va dire le corps, la tête et puis la texture, la fourrure dans laquelle on met la couleur, etc. Donc les points sont différents selon chaque race. Est-ce qu'il y a quelque chose d'éliminatoire finalement, quelque chose de rédhibitoire et qui fait que le chat ne pourra pas gagner? Ah totalement, oui bien sûr. Alors il y a des défauts de structure, de morphologie, l'ossature. Vous m'avez vu tout à l'heure ouvrir une bouche, il faut que la dentition soit nickel, il ne faut pas que les mâchoires soient de travers, il ne faut pas non plus que les queues soient cassées, qu'il y ait des pattes ou voilà, des défauts morphologiques, des trous dans la fontanelle, oui, il y en a bien sûr. Et rédhibitoire également, éliminatoire également, les chats qui sont mal présentés ou les chats qui seraient totalement agressifs qu'on pourrait pas manipuler. Sur les 152 chats en lice, un premier a été choisi le samedi, un second le dimanche. Une finale entre ces 2 félins a permis de déterminer le plus beau chat du week-end. Et peu importe le gagnant, ils étaient tous très mignons. Pour le tir à la carabine, les balançoires volantes ou bien simplement pour vous remplir le ventre de churros et autres gourmandises, chacun a sa bonne raison de se rendre à la foire de Monaco. Alban Gingembre vous a posé la question, elle était accompagnée de Julien Laugier. Il y a le toboggan et c'est trop bien le toboggan. L'ambiance et puis voilà, il fait beau, parfait, on vient avec les petits-enfants. La grandeur et ouais, on aime bien aussi la nourriture qu'il y a. On aime bien manger, on est des gourmands, donc on mange beaucoup. Ouais. On est venu pour la nourriture. Mais bon, je pense que les manèges, peut-être aussi, on va se chauffer peut-être après. La nourriture pour moi, mais pour la petite, ce sera plutôt les manèges. Ouais. J'ai fait le palais du rire et il s'appelle comment le deuxième? Le cinéma 3D. Le cinéma 3D. J'aime bien parce que ça tourne, ça...
Après moi j'aime bien les trucs qui sont grands et tout. Pour l'instant on a juste fait les tirs et puis on a fait les autotamponneuses, donc je me suis fait attaquer par les deux loulous. Donc voilà, donc on verra, on reste encore un mois, donc on aura le temps encore d'en profiter. Effectivement, la foire est ouverte jusqu'au 19 novembre prochain. Cette semaine, Philippe Ortelli était notre invité sur Monaco Info. Le président de la Fédération monégasque des entreprises a livré son point de vue sur la situation économique et sociale après la récente rentrée politique. Un entretien mené par Fabien Bonilla. Philippe Ortelli, bonsoir. Bonsoir. Du côté de la FEDEM, quel est votre sentiment sur cette rentrée politique économique et notamment avec un nouveau ministre d'État ? Écoutez, nous sommes dans l'expectative. Un nouveau ministre d'État, c'est une autre manière de travailler. L'économie mondiale et monégasque est en train de se transformer manifestement de manière assez forte et Monaco change, comme le monde change. Malheureusement, les guerres continuent et se développent. L'économie européenne est souvent pas forcément aussi active que l'économie asiatique ou l'économie américaine. Donc tout ça, nous sommes dans l'expectative, mais nous pensons que Monaco a un potentiel de développement économique encore important si les bonnes décisions sont prises pour améliorer tout ce qui peut l'être à Monaco. Et est-ce que les annonces gouvernementales en faveur de la formation professionnelle sont de nature à vous satisfaire ? Nous avons toujours soutenu la formation professionnelle de nos salariés. Depuis plus de 15 ans, et j'en remercie le gouvernement, il participe financièrement à hauteur de près de 30%, donc un tiers, à un système de formation mis en place par la fédération patronale en accord avec le gouvernement, qui fait que quand une entreprise forme un salarié, avec des entrepreneurs monégasques de formation professionnelle, 30% du coût de la formation est pris en œuvre et pris en charge par le gouvernement. C'est le principe de aide-toi, le ciel t'aidera, et nous formons près de 2000 personnes par an selon ce dispositif dans les langues étrangères, l'informatique, les techniques de management et maintenant un certain nombre d'autres sujets comme la formation anti-blanchiment et les nouvelles technologies. Le ministre des Affaires sociales et de la Santé parlait sur notre antenne la semaine dernière d'une croissance depuis 10 ans, d'une hausse de salariés de plus de 2% par an, plus de salariés, 2% chaque année. Quel est votre point de vue par rapport à cette croissance? C'est une bonne chose? Ça n'est pas suffisant? Quel est votre point de vue? Non, c'est suffisant. Soyons clairs, quand je suis arrivé en 1990, on était à peine presque 25 000 salariés. Monaco a la capacité de créer sur 2 km², 1000 emplois par an en moyenne depuis 30 ans. C'est formidable sur un petit pays comme le nôtre. Et nous pensons que nous pouvons continuer en développant à la fois l'attractivité du pays au niveau infrastructure, au niveau logement d'actifs, au niveau télétravail et au niveau système social attractif pour nos salariés. Je ne vais pas dire seulement généreux, il faut qu'il soit efficace, il faut qu'il soit juste, il faut qu'il évite certaines triches aussi parfois, mais tout cela ensemble attire les bons, et ce sont les bons qui développent notre économie. Et quel est votre point de vue sur les doléances de l'Union des syndicats de Monaco qui ont manifesté récemment et qui réclament un SMIC en quelque sorte à Monaco à un peu plus de 2500 €? Je répondrai déjà que on a déjà perdu de l'industrie à cause d'un coût de la productivité des serres industrielles relativement élevé. Les dernières industries à Monaco tiennent bon. À mon nez, le SMIC à 2300 €, à 2500 € serait dangereux par rapport à la compétitivité. Jusqu'à 3000 € de salaire, le coût d'un salarié à Monaco est beaucoup plus cher qu'en France. Nous n'avons pas les aides Fillon, nous n'avons pas les allègements de charges. Et tout ce qui est activité de production dans le secondaire, dans le primaire, dans le tertiaire, sont pénalisés par rapport à d'autres pays. Je parle de la France, mais bien sûr les pays de l'Est, et bien entendu des pays plus lointains aussi. Si on veut maintenir 4000 emplois dans l'industrie à Monaco comme nous les avons, il faut savoir être raisonnable. Et par ailleurs, toute augmentation de coûts, je dirais pour l'entreprise, risque d'amener soit des délocalisations, des fermetures d'activités, soit des surcoûts dans le prix de vente de nos prestations qui peuvent amener nos clients à nous quitter. Il faut être très prudent là-dessus. Nous avons prouvé que le pouvoir d'achat est maintenu et a été maintenu sur une très longue durée et même amélioré au niveau salarié monégasque. L'IMSEE fait un travail remarquable pour démontrer que le pouvoir d'achat des salariés, secteur par secteur,
est clairement augmenté chaque année par les chefs d'entreprise qui sont responsables, qui veulent maintenir l'attractivité de nos entreprises pour attirer les meilleurs à Monaco. Je me répète, nous n'avons pas d'agriculture, pas de mine d'or, pas de pétrole à Monaco. Notre seule richesse, c'est notre capacité à créer un système qui attire les meilleurs pour qu'ils viennent bosser et créer de la richesse à Monaco. Alors je vais me faire l'avocat du diable, mais dans un État comme Monaco, justement, ça ne serait pas envisageable cette répartition des richesses en quelque sorte ? Mais la répartition des richesses est déjà très favorable. Nous avons un salaire médian qui est 30% plus élevé que le salaire médian en France. Donc il faut être conscient de la situation. Un certain nombre de secteurs payent mieux et beaucoup mieux qu'en France. Les prestations médicales, les prestations familiales, les prestations sociales, la retraite sont bien meilleures à Monaco, en plus que le salaire au mois, au quotidien, net, qui est déjà 30% supérieur au salaire français. Il faut savoir raison garder. D'accord. Un autre sujet, Monaco est dans la liste grise du GAFI. Est-ce que c'est un problème pour la FEDEM, pour les entreprises monégasques ? Un certain nombre de secteurs d'activité sont pénalisés par cette mise en liste grise. Nous attendons clairement du gouvernement qu'il prenne les mesures pour nous sortir le plus rapidement possible de cette liste grise. Ce qui est fait est fait. Il faut tirer aussi les leçons du passé, comme l'a dit le ministre de l'économie Pierre-André Capiori, et être beaucoup plus proactif par rapport à l'environnement international de Monaco afin de respecter le cadre que nous sommes engagés à suivre dans des différents accords avec les associations et les systèmes mondiaux. J'imagine que vous avez suivi aussi les annonces de la SNCF sur les trains le soir. Quelle est votre réaction? C'est un problème pour l'attractivité en principauté pour vous, j'imagine? Évidemment, toutes les activités qui fonctionnent en 2 postes, ça peut être même en 3 postes. Rappelez-vous à l'époque, Mecaplast avait des bus qui tournaient en 3-8 pour venir chercher les ouvriers à Vintimille et les amener à Monaco travailler. Aujourd'hui, les industries travaillent encore en 2-8 quand elles ont activité. Ça veut dire qu'on finit à 10h du soir. Le temps d'aller à la gare, on n'y a plus de train. Et puis, bien entendu, toutes les activités de l'hôtellerie, de la restauration ou du gardiennage, ce sont des tas d'activités qui ont besoin clairement d'avoir des systèmes de transport, des infrastructures de transport efficaces, raisonnables et cohérentes par rapport à notre développement économique. Nos salariés ne doivent pas être obligés de prendre des moyens de transport qui peuvent être même dangereux le soir ou la nuit parce que la SNCF n'est plus disponible. La décision d'arrêter les trains à 9h du soir sans concertation était absolument inadmissible. Heureusement, le ministre d'État a fait le travail pour faire revenir en arrière la SNCF, mais ça traduit encore et toujours un certain état d'esprit qui ne nous satisfait absolument pas. Philippe Ortelli, merci de nous avoir exposé votre point de vue. Merci beaucoup. Merci à vous. Retoucher des vêtements ou réparer des objets défaillants, c'est tout l'enjeu des Monégour Hyper Café. Plusieurs particuliers se sont rendus au parc Princesse-Antoinette lors d'un atelier organisé hier, en espérant redonner une nouvelle vie aux biens auxquels ils sont attachés. Cela fait des heureux et cela permet surtout d'éviter le gaspillage. Marie Bonnet-Blanc et Julien Logier. Machine à café, grille, pain ou encore centrale vapeur, tous ces objets espèrent éviter la poubelle. De façon tout à fait aléatoire, le boîtier pour ouvrir ce bloc. Ici, c'est une chaîne IFI dont le lecteur CD fonctionne mal. Son propriétaire, Xavier, ne voulait pas la jeter. Ça permet d'essayer de recycler, de préserver, d'économiser un petit peu, plutôt que de systématiquement changer un appareil dès qu'il est hors d'usage. Enfin, donc dès qu'on pense qu'il est hors d'usage, parce qu'en réalité, c'est peut-être pas grand-chose. Sauf que moi, j'y connais rien et qu'il y a des gens qui, eux, sont spécialistes et qui peuvent arranger les choses. Tournevis, écrou ou encore fil électrique, les techniciens sont venus équipés, mais surtout bénévolement, avec un seul objectif en tête. C'est un plaisir de venir d'aider les gens. C'est vraiment la plus grande satisfaction de voir des gens repartir avec le sourire. On a l'impression d'avoir fait quelque chose d'intéressant aujourd'hui. On peut aller se coucher tranquille. Une volonté de bien faire, même si parfois certains objets donnent du fil à retordre, il y a toujours une solution. Je vais l'emporter en atelier. Peut-être que ça demande plus de temps, peut-être que demain matin, en me réveillant, je dis « Ah, mais j'ai une idée !» Alors je prendrai vos coordonnées et s'il arrive quelque chose de bien, je vous rappellerai, je vous indiquerai. Et à une occasion d'un autre atelier, on vous le ramènera.
important. On fait comme ça. Parfait. Voilà. Il y a encore l'espoir. Sur place, il arrive souvent que la solution soit simplement un petit coup de probe, comme pour la chaîne IFI de Xavier. Ce n'était finalement qu'une question de poussière. J'ai nettoyé et j'ai remonté et maintenant ça a l'air de fonctionner. Hop. Le disque sort, le disque rentre. Alors ne jetez plus grâce à ces Monégo Repair Café. Depuis 2 ans, c'est plus de 400 objets qui ont pu obtenir une seconde vie. Et puis maintenant, je vais pouvoir laisser la place à mon épouse parce qu'elle a un problème avec sa machine à pain. Et la date de ce rendez-vous n'a pas été choisie au hasard par la mairie de Monaco à l'origine de l'initiative, puisque ce week-end était marqué par les Journées nationales de la réparation. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir la chef du Coya Monte Carlo. Victoria Valenia mettra à disposition tout son talent et son inspiration latine mardi prochain à l'occasion d'un gala organisé à l'Hôtel de Paris où nous la retrouvons. Bonsoir Victoria Valenia. Bonsoir Sarah, comment allez-vous ? Très bien, merci. Merci de nous accorder un peu de temps alors que vous êtes déjà, on l'imagine, dans les préparatifs du dîner de cette soirée de gala. Cet événement baptisé Amarelle est l'idée d'Art Food Monaco. L'association souhaite mettre à l'honneur les femmes qui œuvrent dans différents domaines comme l'art ou la gastronomie. Pourquoi cette participation vous tenait-elle à cœur ? Je trouve que c'est une initiative qui est très moderne et qui est très intéressante parce que pour une fois on peut vraiment réunir les femmes qui se retrouvent dans différents corps de métier et les mettre en avant toutes dans une même soirée. Donc je trouve que l'initiative de Madame Nègre est vraiment incroyable et c'est un vrai plaisir de pouvoir participer. Vous allez collaborer avec la chef du restaurant M. Chérif Monte Carlo, Yasmina Hayek, et Virginie Basselot, la chef étoilée du restaurant de l'hôtel Negresco à Nice. Vous vous connaissiez déjà ou vous vous êtes rencontrés pour cette occasion spéciale? Alors, je connaissais déjà Yasmina depuis quelques années, depuis l'ouverture d'M. Chérif. Et pour la chef Virginie, ça sera une première fois que je travaillerai avec elle. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous avez imaginé au menu? Alors, on a vraiment voulu travailler l'univers de chacune, mais tout en accord pour que, en fait, il y ait vraiment de la cohérence dans tout le dîner. Je pense que c'est vraiment la différence, ça sera la subtilité qu'on va amener au plat et ça sera très différent de ce qui se fait d'habitude dans un gala. Pour ma part, on va travailler l'entrée, donc on serait sur un ceviche de noix de coco au homard. C'est vraiment quelque chose qui est tout en douceur et relevé un petit peu vers la fin. J'aimerais revenir sur votre parcours. Vous avez réussi à vous faire une place dans un milieu qui est encore majoritairement masculin. Cela a été un challenge pour vous ? Non, ça a été vraiment un challenge, ça a été une épreuve et c'est encore une épreuve. Je pense qu'aujourd'hui, au fil des années, j'arrive à ne pas bloquer sur le fait en fait, de parler de genre. Mais je pense que ce qui m'a beaucoup bloqué, c'était pas uniquement être une femme, mais également d'être très jeune, car j'ai été chef de cuisine à 26 ans. Et je pense que c'était le challenge, ça a été vraiment de mener, de travailler avec les deux en fait et de pouvoir faire ce que j'aime faire. Mais au final, je pense que quand on travaille avec beaucoup de passion, en fait, peu importe notre genre, on va réussir. Et pour moi, dès que je mets mon tablier de cuisine, en fait, on devient des cuisiniers. Je ne fais pas vraiment attention au genre. Merci Victoria Valenia pour cet échange. On vous souhaite de bons préparatifs pour ce dîner de gala qui, on le rappelle, aura lieu mardi prochain à la salle Empire de l'Hôtel de Paris. À noter que les fonds de cette action seront reversés au Zonta Club de Monaco qui œuvre en faveur des droits des femmes. Merci beaucoup. Jeunes parents, le reportage qui va suivre s'adresse à vous. Vous le savez bien, les nuits lorsque l'on a un nourrisson représentent un vrai challenge. Alors, l'association L'Enfant d'eau a organisé une conférence pour tout comprendre sur le sommeil des bébés hier à la bibliothèque Louis Notary. Si vous l'avez manqué, voici ce qu'il fallait en retenir avec Gaëtan Lebrun et Julien Logier. Ça me fait chaud au cœur de vous voir tout cela. Et donc c'est parti, on va parler sommeil bébé. Ce samedi 19 octobre, la bibliothèque Louis Notary a accueilli au cours d'une conférence sur le sommeil des bébés l'association L'Enfant d'eau, une association créée par Samantha Ciarlet dans le but d'informer les parents sur l'importance du sommeil pour les nouveau-nés et donner des clés aux jeunes parents afin d'offrir à l'enfant un sommeil de qualité et par la même occasion faciliter la nuit des parents.
L'idée, c'est de faire venir des jeunes parents, futurs parents, des parents déjà d'enfants, et de leur évoquer un petit peu le sujet du sommeil des enfants, le comprendre, les cycles, les étapes, mais aussi partager quelques petites méthodologies qui sont propices à un sommeil de qualité. Voilà, et donc échanger sur le sujet et voilà, sensibiliser, éduquer au sommeil des enfants. Les bibliothèques Louis Notary et Princesse Caroline ont fait de l'enfance un des enjeux primordiaux de la principauté à travers la mise en place de nombreux ateliers, tous dédiés au bon développement de l'enfant. Nous accueillons tous les mardis matins à la bibliothèque Caroline, de 10h à midi les petits. Nous aménageons un espace avec du matériel spécifique et adapté à l'éveil sensoriel. Alors on y fait des lectures en français et en anglais parfois, et du langage des signes entre les enfants et les parents, qui est quelque chose qui se développe de plus en plus aujourd'hui. Et puis nous faisons appel à des intervenants extérieurs, des professionnels qui viennent parler de sujets importants comme le sommeil ou le temps d'écran pour les enfants. Et bien évidemment, nous avons des collections, donc des collections pour les tout-petits que les parents peuvent emprunter, donc des ouvrages adaptés en tissu ou en carton, des jeux, des jouets. Et puis nous avons mis en place un rayon très important sur la parentalité qui aborde tous les sujets pour les parents qui vont de la grossesse à l'adolescence. Prochain atelier, le Ciné-Club ce mardi 22 octobre à 18h30 à la médiathèque Louis Notary, où la spécialiste cinéma Mireille Vercellino présentera le film L'Épouvantail, sorti en 1973. Parlons sport à présent, et les yeux des Monégasques seront rivés sur Charles Leclerc ce soir. Le pilote Ferrari est 4e sur la grille de départ du Grand Prix des États-Unis, dont le coup d'envoi sera donné à 21h heure française. Une victoire serait pour lui un beau cadeau d'anniversaire. Le petit prince de la F1 a soufflé ses 27 bougies mercredi le 16 octobre. On reviendra évidemment sur les résultats de la course dans l'édition de demain. En triathlon, hier, Cassandre Beaugrand est devenue la première Française à décrocher le titre de championne du monde. La sociétaire de l'AS Monaco Triathlon avait déjà raflé l'or aux Jeux Olympiques de Paris cet été. Elle réalise donc un doublé rarissime dans l'histoire de sa discipline. Le patineur David Elefton Brain était en compétition en cette fin de semaine à Nice pour le Trophy Métropole Nice Côte d'Azur. Le résident monégasque a dû se contenter de la 18e place après quelques erreurs, mais la Fédération monégasque de patinage salue sa prestation et son évolution chorégraphique. Enfin, un mot de pétanque, car ce dimanche marquait aussi la fin du Challenge international Denis Ravera. 17 nations issues de 5 continents différents ont roulé la boule au club bouliste du Rocher et au sein du clos de la ZAC Saint-Antoine. Eh bien, c'est la France qui a remporté cette 15e édition. Elle a fini première au classement général avec 5 victoires d'épreuve. Nous reviendrons sur les détails là encore dans le journal de demain. Elle a été créée en 1999 et rassemble tous les ans plusieurs milliers de coureurs et marcheurs. Je parle de la No Finish Line. Eh bien, cette célèbre course fête cette année ses 25 ans. Pour marquer cet anniversaire, 200 institutionnels, partenaires, donateurs et bénévoles se sont retrouvés cette semaine mardi au Monte Carlo Bay. Retour en images avec Paola Semoa et Marie-Ève Béé. Ambiance festive ce soir au Monte Carlo Bay, au menu champagne, animation et surtout célébration. Parce que la No Finish Line, qui est née il y a 25 ans, n'aurait pas perduré sans la participation de toutes ces personnes. Pour l'occasion, les invités ont découvert en avant-première la marraine de cette nouvelle édition. Cette année, nous avons l'honneur d'avoir une marraine d'exception, Son Altesse Sérénissime, la princesse Charlène, qui a accepté tout de suite de nous soutenir. Nous sommes honorés de pouvoir l'accueillir sur le circuit. Ils ont également eu l'opportunité de regarder une rétrospective depuis 1999 et de découvrir le tout nouveau timbre spécialement conçu pour l'événement. Il a été pensé par Fulvio Favaloro. L'élément central, c'est le père des personnages qui court, qui fait partie intégrante du logo, et le 25e anniversaire. Donc en embriquant tous ces éléments, et j'ai imaginé l'or, la couleur or forcément, c'est plus festif, c'est joyeux, c'est contemporain. Et le bandeau rouge avec le blanc à côté, il rappelle le drapeau monégasque. Organisée par Children and Future, l'association a mis les bouchées doubles jusqu'au moindre détail. Émue, la présidente se remémore leur début. On a remarqué qu'en 1999, on a démarré tout petit, avec 750 personnes. Et que là, on en est à 12 000 par édition. Et on se souvient aussi de
des différents endroits où avait lieu la No Finish Line, dont la première au Quai Kennedy. Et puis on se souvient des coureurs qu'il y avait à l'époque, dont certains sont toujours là, de bénévoles et d'enfants et de projets qui nous ont marqués tout au long de ces 25 ans. Au total, ils sont plus de 200 invités et parmi eux, Montserrat Marchetti qui compte parmi les tout premiers sponsors de la No Finish Line. Je suis vraiment ravie de participer pour les 25 ans de la No Finish Line. C'est toujours vraiment avec beaucoup d'émotion que je viens. J'avais participé déjà aux 20 ans. J'ai une affection particulière pour l'équipe qui a lancé cet événement qui est sublime, juste. Et on est toujours très touchés de pouvoir participer. Prochaine étape, rendez-vous du 16 au 24 novembre pour la 25e édition de la No Finish Line. Avant de refermer ce journal, le point sur les prévisions météo de demain avec Alban Gingembre. Bonsoir Alban. Alors dites-nous, comment va démarrer cette nouvelle semaine ? Bonsoir Sarah, bonsoir à tous. C'est sous le soleil que nous démarrons la semaine en principauté. La météo reste stable avec, comme aujourd'hui, un ciel lumineux. Le thermomètre affichera 18 degrés le matin et jusqu'à 22 degrés l'après-midi. Du beau temps qui se poursuivra quelques jours avant de se dégrader à partir de jeudi. Alors profitons de ces éclaircies. Et lundi 21 octobre, nous fêterons les Célines. Merci Alban, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous retrouverez demain Christophe Paco à 19h et vous découvrirez également un nouveau podcast Monaco Info ce lundi. Le directeur de l'Académie Princesse Grace, Luca Massala, sera au micro de Geneviève Berti pour évoquer son quotidien aux côtés des élèves de la prestigieuse école de danse. Ne manquez pas cette sortie. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente soirée et vous donne rendez-vous le week-end prochain.